du plan global. On a criblé de balles. Jovenel Moïse a reçu 12 balles. Jovenel Moïse, on a blessé son épouse, mais les blessures de Martine n'ont pas été une erreur. C'est un avertissement qu'on allait lui faire. Tout a été prévu. On allait l'amener dans un hôpital chez l'ennemi. L'ennemi devient tout à coup un bienfaiteur. Et on allait lui scripter ce qu'elle allait dire. Nous sommes vendredi matin. Martine Moïse, avons-nous appris, a fait une déclaration sur Twitter cette nuit. Et je suis tellement heureux d'avoir prédit ce qu'elle allait dire. J'avais dit que Martine Moïse allait répéter exactement ce que l'État haïtien est en train de dire, à savoir que le président Jovenel a été assassiné par des mercenaires. Si vous allez entendre le voice de Martine sur Twitter, vous voyez bien que c'est un message scripté. Voilà. Tout est beau. Bon, je vais commencer l'émission d'aujourd'hui en vous lisant l'extrait d'une correspondance que l'ancien homme d'État français, Victor Hugo, comme vous le savez, anciennement député, puis sénateur, homme de lettres, s'il en fut français, un extrait d'une correspondance qu'il avait eue avec un journaliste haïtien qui s'appelle Émilien Heurteloup. Voici ce qu'il avait dit d'Haïti. Et pour que vous compreniez le sens de l'assassinat du président Jovenel Moïse, il vous faudra vous rappeler que Haïti fait partie de la géopolitique mondiale. Tous les continents ont les yeux sur Haïti. Ce qui se fait en Haïti concerne tout le monde et Haïti a une importance non seulement historique, une importance économique, pas seulement pour les États-Unis, pour des pays de l'Asie de plus en plus, pour des pays de l'Europe, ô combien. Je vais camper ce tableau géopolitique dans un premier temps, et après que j'aurai brossé ce tableau géopolitique, je vous aiderai à comprendre pourquoi Jovenel Moïse a été assassiné. Et la thèse que je vais soutenir ce matin, c'est que Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il a commis 3 crimes de lèse-majesté. Un premier crime de lèse-majesté contre les États-Unis d'Amérique, je vais vous aider à comprendre ça. Un deuxième crime de lèse-majesté contre les oligarques, je vais vous aider à comprendre ça. Et un troisième crime de lèse-majesté vis-à-vis de son tuteur personnel, qui s'est considéré comme le suzerain de Jovenel et qui, pendant les 3 premières années du mandat de Jovenel, a vassalisé Jovenel. Et lorsque Jovenel a voulu, n'est-ce pas, jouer désormais le rôle du suzerain, tentant ainsi de passer du vassal qu'il était au suzerain qu'il a souhaité être vis-à-vis de Michel Martelly, il a été tout simplement supprimé. En sorte que la mort de Jovenel Moïse, c'est l'explication de la conjonction de 3 forces majeures en Haïti, les 3 forces réactionnaires qui maintiennent Haïti dans son sous-développement, les États-Unis d'Amérique, les oligarques et la classe politique traditionnelle. Donc, pour comprendre la mort de Jovenel Moïse, vous devez garder en tête ce triptyque-là, ce triple crime de lèse-majesté vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, vis-à-vis des oligarques et vis-à-vis de Jovenel, vis-à-vis de Michel Martelly. Je vous lis donc cette correspondance de Victor Hugo avec le journaliste haïtien Émilien Heurteloup au XIXe siècle. C'est Victor Hugo qui écrit « J'aime votre pays, votre race, votre liberté, votre révolution, votre république. Votre île magnifique et douce plaît à cette heure aux âmes libres. Elle vient de donner un grand exemple. Elle a brisé le despotisme. Elle nous aidera à briser l'esclavage. Car la servitude sous toutes ses formes disparaîtra. Poursuivez votre œuvre, vous et vos dignes concitoyens. Haïti, écoutez la formule de Victor Hugo, Haïti est maintenant une lumière. Il est haut que, parmi les flambeaux du progrès éclairant la route des hommes, on en voit un tenu par la main d'un nègre. Victor Hugo.
ce que Victor Hugo a dit d'Haïti. Haïti est une lumière, Haïti est un phare. Haïti n'est pas seulement un phare pour les peuples noirs, cela, il est Haïti. Pendant la révolution haïtienne, les peuples noirs de partout prenaient Haïti en exemple. Les Afro-Américains qui étaient encore en esclavage aux États-Unis se faisaient appeler Toussaint Louverture. Ils prénommaient leurs fils, n'est-ce pas, selon les héros de la lutte révolutionnaire haïtienne. À Cuba, en Europe, même en Irlande, les amis, des gens se faisaient appeler Toussaint Louverture, se faisaient appeler Jean-Jacques Dessalines, se faisaient appeler Boukman, parce que Haïti est véritablement un phare, véritablement une lumière. Et puisqu'Haïti est véritablement un phare, Haïti est véritablement une lumière, Haïti a toujours été l'objet des convoitises de toutes les grandes puissances du monde. Je vous rappelle que Haïti a été occupé, une partie d'Haïti a été occupée par l'Espagne, puis par la France, puis par l'Angleterre. En sorte que lorsque Toussaint Louverture a battu les armées européennes, ce n'est pas seulement l'armée française que Toussaint Louverture avait battue, ce n'est pas seulement l'armée espagnole que Toussaint Louverture avait battue, ce n'est pas seulement l'armée anglaise, c'est ces trois armées-là mises ensemble. Et plus tard, après qu'Haïti a proclamé à la face du monde son indépendance, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Empire britannique et désormais les États-Unis ont toujours eu les yeux rivés sur Haïti. Et depuis un certain temps, même la Russie, on va en parler, a les yeux rivés vers Haïti. Alors, imaginez un petit pays de 27 000 km². S'il n'y avait pas quelque chose en Haïti que les citoyens haïtiens ne savent pas, si Haïti ne recelait pas un certain nombre de ressources dont nous ne sommes pas forcément au courant, si Haïti n'avait pas un rôle stratégique en matière de géopolitique mondiale, dites-moi pourquoi des pays aussi puissants que l'Espagne, des pays aussi puissants que l'Empire britannique, des pays aussi puissants que la France, des pays aussi puissants que les États-Unis, et désormais un pays aussi puissant que la Russie s'intéresse à Haïti. C'est parce que Haïti, c'est un phare. Haïti, c'est une lumière. Et malheureusement, les Haïtiens sont les derniers à ne pas reconnaître, sont les premiers à ne pas reconnaître la valeur d'Haïti. Malheureusement, les Haïtiens sont les derniers à connaître la valeur d'Haïti. Et le but de mon émission, ce matin, c'est de vous faire la démonstration que si Haïti n'a jamais été un pays stable, c'est parce que des forces réactionnaires en matière de géopolitique, des pays comme les États-Unis, on va le voir, ou des élites transnationales, les oligarques, n'ont pas intérêt à ce que Haïti soit un pays stable. On veut qu'Haïti demeure un pays instable et qu'elle ne redevienne jamais la lumière qu'elle a appelée à être. La lettre que je vous ai lue est écrite par un Français. Il s'agit de Victor Hugo, homme d'État français, ancien député, ancien sénateur, homme de lettres, et c'est lui qui a eu l'intégrité intellectuelle, la probité intellectuelle de dire, n'est-ce pas, à l'un de nos compatriotes haïtiens, le journaliste Émilien Heurteloup, votre pays est une lumière et elle a un rôle libérateur, car c'est ce pays-là qui va libérer le monde de toutes ces formes de servitude. Qu'est-ce qui a changé depuis notre dernier live du mercredi dernier? Le président Jovenel Moïse a été assassiné, comme on le sait, dans la nuit de mardi à mercredi. En ce moment-là, j'avais déjà avancé les trois hypothèses qui s'avèrent de plus en plus, à savoir que la mort de Jovenel Moïse s'explique par la conjonction de trois forces réactionnaires, une force internationale, les États-Unis d'Amérique, deux forces nationales, c'est-à-dire les oligarques d'Haïti et la classe politique traditionnelle, ici incarnée par le PHTK, et
au fur et à mesure que les jours passent, eh bien, ces hypothèses se précisent pour, ainsi dire, devenir l'explication de l'assassinat de Jovenel Moïse. Et ce que je vais vous montrer ce matin, c'est que Jovenel Moïse a été assassiné par ces trois forces réactionnaires de manière à sauver le système d'exclusion en Haïti. Jovenel Moïse a été assassiné parce que plus Jovenel Moïse restait au pouvoir, plus le peuple haïtien était prêt à faire sauter le système. Et pour éviter que le système ne saute, on assassine Jovenel Moïse. Et je vais vous faire une hypothèse osée ce matin. Écoutez-moi bien. Je vais vous faire une hypothèse osée. On va se servir de Martine Moïse désormais pour sauver le système. Martine Moïse va devenir la gardienne du système d'exclusion haïtien. Martine Moïse, c'est la femme du défunt président Jovenel Moïse. Dans une entrevue que j'ai accordée jeudi dernier à une station de radio haïtienne, Radio Zénith, je la nomme, à 8h du matin, donc 24 heures après l'assassinat du président Jovenel Moïse, j'ai soutenu dans une émission, vous pourrez aller chercher cette émission de Radio Zénith que j'ai donnée le jeudi dernier, n'est-ce pas, à 8h, j'ai soutenu à cette émission, je pense que c'était vendredi, que le fait par Martine Moïse d'avoir été blessé n'est pas une erreur. Cela faisait partie du plan global. On a criblé de balles. Jovenel Moïse a reçu 12 balles. Jovenel Moïse, on a blessé son épouse, mais les blessures de Martine n'ont pas été une erreur. C'est un avertissement qu'on allait lui faire. Tout a été prévu. On allait l'amener dans un hôpital chez l'ennemi. L'ennemi devient tout à coup un bienfaiteur et on allait lui scripter ce qu'elle allait dire. Nous sommes vendredi matin. Martine Moïse, avons-nous appris, a fait une déclaration sur Twitter cette nuit et je suis tellement heureux d'avoir prédit ce qu'elle allait dire. J'avais dit que Martine Moïse allait répéter exactement ce que l'État haïtien est en train de dire, à savoir que le président Jovenel a été assassiné par des mercenaires. Si vous allez entendre le voice de Martine sur Twitter, vous voyez bien que c'est un message scripté. Elle a dit 3 fois plutôt qu'une, mon mari a été assassiné par des mercenaires, reprenant la thèse exacte de l'État haïtien, reprenant la thèse des États-Unis d'Amérique. Et elle dit, on va poursuivre la lutte. Et là, ce qu'on va faire de Martine Moïse, c'est justement se servir d'elle pour légitimer, hélas, l'assassinat de son mari et la faire passer comme la martyre qui va désormais porter le flambeau de la révolution que Jovenel Moïse devait lancer. Et suivez bien, il se peut que l'international fasse de Martine Moïse une candidate à la présidence, question de faire oublier le crime, question de montrer que le programme de Jovenel Moïse va se poursuivre. Ce faisant, on va faire de Martine Moïse la gardienne de la classe politique traditionnelle. On va faire de Jovenel Moïse la gardienne du système d'exclusion haïtien qui existe depuis 200 ans. Car ce qu'on ne veut surtout pas, ce que les États-Unis ne veulent pas, ce que les oligarques ne veulent pas, ce que la classe traditionnelle ne veut pas, c'est de faire sauter le système. Et la meilleure personne dont il faut se servir pour empêcher que le système ne saute, c'est d'aller chercher la veuve et de la faire passer comme la garante du système. Ça, c'est déjà vu, les amis. Ça, c'est déjà vu. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Vous savez, notre frère sénégalais, Cheikh Anta Diop, disait que nous, les Noirs, nous devons nous armer jusqu'aux dents de science. Dans mon cas, c'est les sciences historiques. Quand on connaît l'histoire, on voit clair au jeu du paradigme occidental. Le paradigme occidental n'a pas changé depuis le 19e siècle, depuis la conférence de Berlin. C'est de décider de l'avenir des peuples noirs sans les Noirs. C'est de leur donner l'impression qu'ils sont aux commandes de leur avenir, mais en réalité, ils sont comme des marionnettes qui sont, pour ainsi dire, bougées
est très malade, il sait que ses jours sont comptés. Son médecin personnel, c'est un spécialiste américain, donc les services secrets américains savent que François Duvalier va mourir. La question se pose, qui doit remplacer François Duvalier? François Duvalier n'avait pas prévu la nomination de son fils, qui était un jeune homme de 18 ans. Tandis que dans la constitution haïtienne d'alors, l'âge de la majorité, c'était de 21 ans. Malgré le fait que les États-Unis condamnaient la dictature fasciste de François Duvalier, ils soutenaient François Duvalier parce que François Duvalier, c'était le meilleur garant d'un système capitaliste contre le communisme en Haïti. Vous savez qui a proposé à François Duvalier que ce soit son jeune fils qui le remplace? L'ambassade américaine. L'ambassade américaine a dit, écoutez, si à votre mort, c'est l'un de vos ministres qui vous remplace, le système va éclater parce qu'il y aura tant d'intrigues à l'intérieur même de votre gouvernement que le système ne pourra pas tenir. Eh bien, le meilleur garant pour sauver le système, ça va être votre fils Jean-Claude Duvalier. Ne serait-ce que par respect pour le nom Duvalier, eh bien, tous les ministres vont être solidaires du système. Et cet incident, on va se servir du fils de François Duvalier pour sauver le système. Bon, il est jeune, regardez bien, sa mère, donc la veuve de François Duvalier, est la première dame, elle est la régente en particulier. Et vient le moment maintenant pour le président Jean-Claude Duvalier de se marier. Jean-Claude Duvalier, vous savez, c'est le cœur qui aime, a choisi une mulâtresse dont les parents n'étaient pas des duvalieristes, etc. Cela a fait ébranler le système, mais pour sauver le système, on va choisir des titres. La femme du président Jean-Claude Duvalier, Michel Bennett, devient la première dame, et notez bien quel titre on va forger pour sa mère, on va l'appeler la gardienne de la révolution. Donc, on sauve le système tout en donnant l'impression de changer la façade du système. Premier exemple. Lorsqu'on a renversé Jean-Bertrand Aristide en 2004, tout le monde sait qui a renversé le président Jean-Bertrand Aristide. Ce sont les États-Unis d'Amérique, la France et le Canada. Ils ont kidnappé Jean-Bertrand Aristide, ils l'ont exilé, et ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était, si vous voulez, la combativité des partisans de Jean-Bertrand Aristide. Mais là, ils ont un problème. Comment sauver le système exclusif haïtien? Comment sauver le système traditionnel haïtien tout en donnant l'impression au peuple haïtien qu'on lui accorde satisfaction? Le peuple haïtien, pour beaucoup d'entre eux, aimait Jean-Bertrand Aristide. Écoutez bien, la question s'est posée, qu'y a-t-il de mieux pour sauver le système que l'ancien premier ministre de Jean-Bertrand Aristide, à savoir René Préval? Lors des fameuses élections, n'est-ce pas, qui ont eu lieu, je pense, en 2006, avec Gérard Latortue, eh bien, René Préval n'avait pas le goût de revenir en politique. Il s'était retiré sur cette terre à Marmelade. Eh bien, il a repris ses pratiques d'agronome, etc. Eh bien, l'ambassade américaine a été le chercher pour lui dire, écoutez, les partisans de Jean-Bertrand Aristide sont dans la rue et une seule façon de les contenter, de les satisfaire, ces partisans-là de Jean-Bertrand Aristide, c'est que vous, monsieur René Préval, ancien premier ministre de Jean-Bertrand Aristide, vous reveniez et alors les gens vont aller voter en masse pour vous, croyant qu'ils vont voter pour le retour de Jean-Bertrand Aristide. Il y a eu ce duel terrible entre Leslie Manigat, homme très compétent, mais homme vertical, parce que c'est un patriote qui aurait pu tenir tête à la communauté internationale, et malgré le fait que il y avait un deuxième tour entre René Préval et Leslie Manigat, la communauté internationale a fait comprendre à Gérard Latortue qu'on ne pouvait pas avoir de second tour parce que si on a un second tour, Leslie Manigat risque d'être élu. Et vous savez ce qu'a fait la communauté internationale? On a simulé un chaos dans un certain hôtel. Des gens sont allés manifester dans un certain hôtel pour dire qu'ils ne veulent pas de second tour.
Et devinez ce qu'on a fait. Le Conseil électoral provisoire a dit il n'y aura pas de second tour. René Préval a été élu président dès le premier tour. Écoutez bien. Le peuple se dit, tiens, puisque c'est le premier ministre de Jean-Bertrand Aristide qui a été élu président, il va faire rentrer Jean-Bertrand Aristide. C'était ne pas connaître la communauté internationale. René Préval n'a jamais été en mesure de délivrer un passeport à Jean-Bertrand Aristide jusqu'à ce que cela se gâte entre René Préval et la communauté internationale. Qu'est-ce qui va se passer? Après le tremblement de terre, René Préval demande à la communauté internationale s'il pouvait organiser des élections. La communauté internationale lui a dit oui. Et là, lui, il dit que, puisque moi j'ai toujours été un bon disciple de la communauté internationale, j'ai toujours été un président soumis aux 4 volontés de la communauté internationale, je vais pouvoir nommer mon propre successeur. René Préval voulait nommer Jude Célestin. Et il avait déjà écrit son scénario, même les résultats d'une élection qui n'avait pas encore eu lieu était déjà écrit. Moi, j'avais des contacts au sein de l'équipe de René Préval. Je savais déjà avec quel score Jude Célestin allait être élu. Et la communauté internationale a dit à René Préval, depuis quand, mon ami, c'est vous qui devez choisir votre successeur? C'est nous qui vous avons placé là. Nous n'allons pas vous permettre de nommer Jude Célestin. Nous avons un autre candidat. Ça allait être Michel Martelly. Et lorsque René Préval a tenu tête, vous savez ce que la communauté internationale a dit à René Préval par la bouche de Mulet, n'est-ce pas? Mulet, c'est l'ancien représentant des Nations Unies. Mulet lui a dit, si vous refusez de nous obéir, il s'adresse à un président haïtien, il y a un avion qui vous attend sur le tarmac, prêt à vous exiler, comme on l'a fait pour Jean-Bertrand Aristide. Lorsque René Préval a vu la pression ajoutée à d'autres formes de pression qu'on a exercées sur sa femme, René Préval a accepté d'enlever Jude Célestin comme candidat élu. Il a placé donc Michel Martelly. Dans sa colère, qu'est-ce qu'il a fait? C'est alors qu'il a envoyé un passeport à Jean-Bertrand Aristide, seulement à la toute fin de son mandat, pour lui permettre de rentrer. C'était ça le deal. Quand on veut sauver un système, on va donner l'impression qu'on revient avec une personne qui, elle, va garantir, si vous voulez, la satisfaction du peuple. Et là, on va faire un petit tour en Afrique. Vous vous souvenez de certains présidents qu'on appelait Laurent Désiré Kabila, pas vrai? Ça vous dit quelque chose, le président Kabila?